Bonsoir à tous. Bonsoir. Très bien, merci. Voilà. Hop. Donc, alors... on va peut-être commencer pour que les autres arrivent. On va commencer un peu sur des généralités de toute façon, comme d'habitude. Donc, en guise de remerciement d'ailleurs, je le dis tout de suite, nous faire confiance, encore une fois, et être venu sur ce webinaire, on voudrait donc vous récompenser. La semaine dernière, vous avez été, on vous l'avait dit, un peu trop nombreux pour le forfait, pour notre forfait Google Meet. Et victime de notre succès, l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc voilà, petit problème. On vous a offert un livre blanc sur le sommeil et notre slide de webinaire. On est vraiment désolé pour ceux qui attendaient de revoir nos trombines. Ça ne se reproduira plus puisqu'on a payé Google pour avoir un peu de tranquillité. Alors, restez jusqu'à la fin cette fois. On vous donne, promis, accès au replay gratuitement. Est-ce que ça vous plaît? Comment allez-vous d'ailleurs? Oui, alors n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. On veut savoir quelle est la météo enrhumée alors pour Tatiana, enrhumée, c'est vrai, saison Vata. Et la saison Vata perturbe en effet ce système immunitaire. Ouais. Ok. La saison Vata, le médecin à la fin. Et votre météo, Sébastien? Ayurvédique. Eh bien, écoutez, moi, ça va très bien. Ça va très bien. Je travers des gouttes. Oh, à plat aussi. Oh là là. Et ben, j'espère qu'on va passer un moment qui va réénergiser tout le monde. C'est l'objet de ce webinaire. Et toi, Éléonore, du coup, ta météo? En super forme. Voilà, c'est parce que la pluie. Ravie de pouvoir partager l'Ayurveda avec les gens qui s'y intéressent. Et donc, très contente de voir que vous êtes nombreux à nous rejoindre. Et le sujet de la motivation, c'est vraiment un sujet extrêmement important puisque ça va avoir un impact sur tous les aspects de la vie. Donc, exact. Et donc, on revient tout de suite à toi dès que j'ai fait cette première présentation. Alors déjà, comment j'ai rencontré Éléonore, je vous avais dit la dernière fois, de ma maladie auto-immune qu'Éléonore a soignée sans anti-inflammatoire. Que l'ordonnance du professeur de Cochin m'avait prescrit à vie. Mais je me souviens d'une autre expérience que je veux partager avec vous. Quand je l'ai rencontré, je formais des architectes en France et à l'international. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'enseigne cette matière-là à la Sorbonne. Bref, si vous connaissez l'expression charrette, eh ben, sachez que ça vient du monde des architectes. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, une charrette, on est en charrette, ça veut dire qu'on a énormément de boulot à faire en trop peu de temps. Et donc, ça vient effectivement des architectes, du monde des architectes, où on courait derrière la charrette pour déposer les plans, parce qu'il y a tellement à penser que les architectes sont toujours en retard. D'ailleurs, si vous avez construit, vous savez, ça coûte toujours plus cher que prévu, et c'est surtout toujours plus long que prévu. Et moi, j'intervenais précisément à ce moment-là chez les plus grands architectes, Jean Nouvel, Porzampar, Norman Foster, Renzo Piano, donc sur des très grands projets, et donc avec des charrettes encore plus grandes, dans ce qu'on appelle des IVH, des IGH, immeubles de grande hauteur. On a plein de trucs à penser, et donc c'est infernal. Et du coup, il m'est arrivé, par exemple, sur le palais de justice de Paris, de démarrer mes journées à 9h moins le quart pour arriver avant l'équipe, et de terminer à 4h du matin sur une période de plusieurs mois. Bref, mon état de stress était absolument total. J'étais le stress incarné. Je confirme. On s'est connus aussi à ce moment-là. Bref, et je connaissais Éléonore donc, pour ses talents de guérisseuse incroyables, et elle m'avait dit, lors de cette première séance, elle me dit « Tu vas venir me voir bientôt ». Elle savait déjà, en fait. Et un jour, en courant en scooter, parce que je courais toujours d'un cabinet à l'autre, j'allais le matin chez l'un, l'après-midi chez l'autre. Alors, parfois, il y a beaucoup d'architectes qui sont dans le 11e. Ça, c'est pratique, parce qu'on a un seul petit arrondissement à faire, mais parfois, c'est beaucoup plus loin. Et bref, je me suis fait tellement peur. En fait, je suis passé à 2 doigts d'un accident qui aurait dû être complètement mortel. Et du coup, j'ai décidé de faire baisser le stress qui me faisait risquer ma vie. Et je suis retourné à Verrières
pour voir Éléonore une nouvelle fois. Alors là, elle m'a reçu avec un Vaidya, un médecin indien. Et en fait, il a tellement rigolé en me voyant que j'ai cru qu'il se foutait de moi. Et il m'a examiné, enfin, il m'a pris mon pouls en annonnant quelques incantations auxquelles je ne comprenais rien, mais leur prenait très sérieusement en note. Donc j'ai évidemment pensé à ma mère qui me disait arrête de te tâter le pouls quand j'étais petit, et je me disais tiens voilà, c'est bien, il y a d'autres gens qui le font à ma place, tant mieux. Et du coup il m'a donné une liste de trucs à faire, que je devais plus manger, des exercices de respiration, des heures de coucher, de lever, bref, je devais littéralement transformer ma vie en moine Shaolin, et pour continuer d'espérer à vivre. Bref, puis Éléonore, ils avaient dû lire sur mon visage que c'était pour moi pire que mourir. Vous connaissez la blague, hein. Vous allez voir votre médecin, il vous donne tellement de trucs à faire. Il vous dit, mais vous n'allez pas vivre plus vieux, mais ça va vous sembler beaucoup plus long. Bah, j'étais à peu près là. Et puis, ils m'ont regardé avec toute la douceur du monde et ils m'ont dit, ça, c'est le monde idéal. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus souple. Tu connais ces recommandations et tu les mettras en place comme elles viendront au moment où elles viendront. Donc, bois ton réveil, prends le temps d'une courte méditation, respiration le matin et le soir. Et ils m'ont donné des cachets, des huiles, des confitures. Le premier verre d'eau chaude, Burk. Aujourd'hui, il n'y a pas un matin où je renonce à ce verre salvateur. En une semaine, je dormais mieux, je fumais moins, et en quelques semaines, j'avais transformé mon stress en fait en énergie. Plus de temps, de travail plus efficace et plus de projets rentrés du coup, avec plus de sommeil. Donc incroyable. Ça fait maintenant 15-16 ans, parce que c'était en juin 2008. Et voilà, je suis toujours enjoué et plein d'énergie, mais beaucoup moins stressé. On a un client qui a la même montre que moi, qui teste le stress. Et la dernière fois, Il lui, était très jaloux. il travaille énormément là-dessus et il était effectivement hyper jaloux parce que mon état de stress était à 2%. Tandis que lui, après beaucoup de travail, était à 21%. Et il m'a dit, voilà, c'est quand même très, très bien. Donc voilà. Alors ça, du coup, tout ça m'a montré à quel point cette médecine millénaire a du pouvoir sur notre physiologie, notre psychologie et même sur notre spiritualité. Il y a plein de monde qui rentre encore. Oui. Et du coup, voilà, quand effectivement Éléonore m'a dit tiens, est-ce que tu veux reprendre les rênes de l'académie et en faire l'université ayurvédique, j'ai accepté. L'honneur que ça m'a fait m'a beaucoup touché. Et du coup, aider mes contemporains à devenir des guérisseurs, des bâtisseurs, je l'ai déjà fait. Des guérisseurs, je le fais maintenant depuis 2019 et avec. D'ailleurs, je veux bien en chat que vous nous disiez si ça fait longtemps que vous connaissez ou si c'est récent, justement. Alors, un petit récent, un petit longtemps suffira, mais pour savoir, en effet, avoir une petite jauge de votre pérégrination dans le domaine de la médecine ayurvédique, ça nous intéresse. Encore quelqu'un. Ouais, mais c'est pas grave. Et du coup, donc voilà, l'objectif maintenant de Parallaxis et de l'UFAP. Il y a premier jour pour Sylviane. Premier jour de. Sans doute de la découverte de la médecine ayurvédique. Ah bah voilà. Wow. Anaïg, ça j'espère que j'ai bien prononcé. Anaïg, peut-être, je crois. Oui, c'est ça. Très bien. 17. Merci. Donc voilà, c'est bien. Il y a des gens qui 34 ans. Voilà, respect. Ouais. Un doyen. Ça fait plusieurs années, ouais, quand même. Et donc, où j'en étais, voilà. L'objectif actuel de Parallaxis, et donc, c'est de toucher 1 milliard de personnes. C'est le but. Alors, 1 milliard, c'est énorme. On ne peut pas le faire tout seul. Il y a WhatsApp avec Facebook, et puis voilà, Google peut-être. Mais on a pensé que si on pouvait former nos membres à devenir leurs propres coachs et éducateurs de santé,
auprès de leur famille, de leurs amis, de leurs proches, on pourrait on pourrait aller de l'avant en tout cas et s'approcher du milliard. Donc voilà, 1 milliard d'émissaires, vous savez maintenant qu'on ne plaisante pas avec l'Ayurveda. Et en tout cas avec nos objectifs. Donc, on sait évidemment depuis 5000 ans que l'Ayurveda est puissante. La certification UFAP, on va revenir dessus après, c'est KLE Université, et donc c'est une certification internationale. Et voilà, on en reparle tout à l'heure. Aujourd'hui, on a formé, on avait fait le bilan la dernière fois, on a formé presque 300 personnes déjà. Enfin, Éléonore, c'est la formation la plus ayurvédique la plus populaire, évidemment, en France. Pour cette session, on a monté les 3 classes. Donc, ça fait 60 étudiants supplémentaires. On n'en forme pas plus parce que d'abord, il nous faut des salles plus grandes si on voulait, et puis on les a. Et aussi pour garantir en fait à nos clients qu'ils auront aussi des clients. Donc voilà, moi je crois beaucoup en Éléonore évidemment et en cette école, en sa gentillesse, son efficacité pour guérir évidemment, parce que ça sur plein de choses, en m'aidant à me débarrasser de mon stress, par exemple. Et puis, voilà, Éléonore, elle, ça fait effectivement plus de 15 ans qu'elle fait de l'Ayurveda, qu'elle a réuni autour d'elle nos 12 Védias, qui sont tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Qu'elle a rencontré après avoir lutter avec des Védias qui étaient excellents. Hein. Moi, les Védias que j'ai vus à l'époque étaient excellents, mais peut-être un peu moins pédagogues que celles qu'on a aujourd'hui. Pratima Nagesh, qui est vraiment une personne extraordinaire. Donc voilà, Éléonore là va nous donner les bases de l'énergie de la motivation en Ayurveda et nous offrir cette expérience incroyable pour les 25 prochaines minutes. Et ensuite, ne quittez pas parce que je reviendrai avec Talia et on vous parlera de la certification éducateur de santé. Ok, et bien Éléonore, c'est à toi. Alors, peut-être les slides. Alors, le slide, oui, pardon. Oh. Alors. Éléonore, où es-tu? Éléonore, là, il faut que tu partages ça. Paf. Mais je crois qu'Éléonore a bugué quelque part dans sa connexion, peut-être. Comment? Oui, j'ai un tout petit souci de connexion. C'est ça. Et donc, ça coupe par moment. Ah. J'espère que vous serez patient. Si jamais ça coupe, je devrais relancer la connexion. Épinglé pour tous les utilisateurs. Je vous épingle, chère Éléonore. Épingler cette tuile. Oh, c'est pas une tuile. C'était réellement. C'est Google Meet, c'est la traduction de l'anglais. Voilà. Alors, exactement, on y est. Voilà, c'est parti. L'énergie de la motivation selon l'Ayurveda avec Éléonore. Ok. Sébastien, c'est toi qui présente le début des slides. D'accord. Oui, alors tout à fait. On a, alors en sommaire, on a de découvrir ces 2 chats, évidemment. Si vous suivez, si vous avez suivi précédemment le webinaire, vous allez peut-être entendre des choses qui sont redondantes, mais ce n'est pas grave. Le but est que vous puissiez aiguiser vos observations. Vous allez toujours obtenir des éléments supplémentaires. Donc, on va passer ensuite un quiz et à chaque fois, ce sera différent. Donc, de quoi s'amuser. Et ensuite, on aura bien sûr l'impact de son dosha sur l'énergie de la motivation en soi, parce qu'évidemment, ça change tout. Et puis, des stratégies ayurvédiques pour booster son énergie dans cette période. Voilà. Alors, on y va. Donc, le dosha, Éléonore, je vais te demander sa définition. Moi, j'aime bien, la dernière fois, tu me l'avais expliqué avec justement son étymologie, hein, dans le sens exact. Alors, je t'en prie. Alors, dosha, vous l'entendez, il y a un D, vous entendez le son. La racine du mot dosha, c'est douce. Et douce, c'est également la même racine pour dysfonctionnement. Donc, en fait, le dosha
est un dysfonctionnement dans le corps. Quand j'ai trop de vata, quand j'ai un vata dominant, j'ai trop d'agitation, de stress, de sécheresse dans le corps. Quand j'ai un pitta dominant, j'ai trop de feu, j'ai trop d'irritation, etc. Quand j'ai un kapha dominant, j'ai trop d'humidité, je suis trop léthargique, etc. Donc, douce, dosha, douce, dysfonctionnement. Ce à quoi on ne pense pas. On pense qu'un dosha, c'est une énergie, mais c'est une énergie perturbée dans le corps. Oui, c'est ça. Et en l'occurrence, on va dire dans les caractéristiques, puisqu'on est avec une dominante quelque part. C'est ça l'idée. C'est ça que tu disais. C'est ça. Alors justement, donc quand on est vata, par exemple, on va être particulièrement élancé. On peut avoir, par exemple, une peau un peu plus sèche, avec une sorte de, enfin, on va dire un esprit créatif. Hein, c'est ça que tu évoquais. Oui, c'est ça. C'est très imaginatif, c'est le vent, et donc c'est les idées qui volent dans tous les sens. Oui, c'est ça, exactement. Et quand on est plutôt pitta, alors on va être d'une stature plus moyenne, avec peut-être un comportement énergique, exact, tout à fait. On peut avoir une peau un peu irritable, si j'ai bien compris, c'est ça, avec un caractère un peu ambitieux, hein, globalement. Donc, oh, on ne t'entend plus, Éléonore. Quelque chose s'est passé. Voilà. Donc, tu disais. Okay. Donc, on peut avoir la peau irritable, les taches de rousseur, les cheveux roux, on a facilement les yeux rouges, tout ce qui va appeler la couleur rouge du feu. Et le tempérament, ben oui, un tempérament tonique, qui a de l'élan, qui a envie de faire des choses. Le feu transforme, et un pitta a envie, quand il vient sur Terre, il a envie que son action fasse la différence. Un pitta n'aime pas passer par là et ne rien changer. Voilà, oui, je me reconnais. Ouais. Donc, un kapha, par contre, va avoir une corpulence plus robuste. Il va peut-être avoir une peau un peu plus grasse, mais qui va le protéger des rides, j'ai remarqué. Ça, c'est l'avantage. Et puis, un caractère plus calme. Donc, tout ça réuni fait qu'une personne plutôt posée, dans l'affectif également, si j'ai bien saisi aussi. Très dans le sentiment, dans le lien, dans le physique, dans le toucher. Ce sont en général des bons thérapeutes parce qu'ils sont dans la matière, donc ils vont être aussi bienveillants. Voilà, ils vont avoir de l'empathie. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, alors, évidemment, à chaque fois, on va avoir le côté positif, le côté négatif. En équilibre, le kapha est empathique, en déséquilibre, il est léthargique. En équilibre, pitta est tonique, dynamique, en déséquilibre, il est irritable. En équilibre, vata est imaginatif, créatif, en déséquilibre, il est anxieux. Ok, alors maintenant, je vais vous proposer un petit quiz. Et là, vous allez mettre en commentaire qui est quoi? Allez, c'est parti. On veut vous voir. Alors, il y a déjà une rousse dans le lot. Hein. on a aidé un peu. Voilà. Et à votre avis, donc Michel Pfeiffer, vous pouvez mettre dans le chat, selon vous, Michel Pfeiffer. Oui, c'est ça, exactement. Vata, c'est ça. Ouais, merci. Exactement. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Alors, notre Lana Del Rey, une chanteuse. Oui, très bien. Parfait. Kapha, exactement. Ouais. Et du coup, ça va être plus dur sur la troisième. Marcia Cross. Eh oui, Pitta, tout à fait. Exactement, ça va. On a bien choisi, mais on a bien décrit aussi. Ouais, et puis il y en a qui ont 34 ans d'Ayurveda derrière eux. Hein, okay. Donc, pardon si on tombe dans quelques vulgarités. Et en même temps, pour ceux dont c'est le premier jour, écoutez, vous pouvez trouver ça étrange ou peut-être un peu caricatural, et je vous comprends. Néanmoins, justement, Éléonore, je voudrais que tu apportes les nuances, parce qu'on n'est pas, quand on rencontre les gens, ils ne sont pas forcément typiquement Vata ou typiquement Kapha. Il y a des choses qui diffèrent. Donc, rapidement, pour pouvoir, on va dire, apaiser l'inquiétude potentielle, d'imaginer la caricature de cette pratique, j'aimerais bien que tu m'apportes les éléments. Si, à nouveau, Éléonore est là. De toute façon, j'ai un vrai souci de connexion, là. Est-ce que tu m'as entendu déjà?
j'ai pas tout à fait entendu, mais je subodore que tu m'as posé la question Oui. sur l'impact de l'énergie, bon, comme le slide l'indique. On est non, pas tout à fait. Et je veux, c'est pas très grave. Non, Alors, ce c'est sera pour la prochaine fois. on va les voir à travers ça. Exactement. Alors, on y va. Ok, tu voulais plus d'indications sur les 3 doshas. Exactement. Oui, mais c'est bien de voir dans l'énergie. On va le voir effectivement dans l'énergie de la motivation. Donc, on va voir qu'on a 3 typologies physiques, Vata, Pitta et Kapha. Et on va avoir sur ces 3 énergies physiques 3 typologies psychiques qui sont les gunas, qui sont moins connues, qui sont Rajas, Tamas et Sattva. Selon l'équilibre dans lequel on va avoir une bonne énergie psychique ou une moyenne ou une mauvaise. Et donc, Vata, il va être motivé quand il est positif, quand il va bien. Ce qui va le motiver, ça va être justement la découverte, le changement, le voyage, l'apprentissage, la créativité. Et quand ça va pas trop, et quand il cède à ses tendances naturelles d'agitation, il va avoir justement de l'agitation et un défaut de concentration. Donc, il va perdre sa motivation parce qu'il va être perdu. Il va être dans tous les sens. Pitta, par contre, lui, il est motivé par les réalisations. Comme j'ai dit tout à l'heure, il arrive quelque part, il veut transformer les choses. Il va se mettre à ranger, à agir, à faire des choses. Et donc, il va être motivé par les défis, par le succès aussi. Hein. Il veut arriver à ses fins. Et quand il n'y arrive pas, il ressent de la frustration. Et à ce moment-là, il perd sa motivation. Il se sent irrité, en colère, il perd sa motivation. Quant à Kapha, lui, ce qui lui fait du bien, c'est la stabilité, la sécurité, l'affection. Il aime les routines, il aime le lien. Et donc, quand il n'est pas bien, il va ressentir de la tristesse, de la léthargie et il va être bloqué dans son action. Voilà. Alors, il y a un truc qui est très important qui va concerner tous les doshas. Bien sûr, il faut connaître un petit peu plus l'Ayurveda pour comprendre que chaque dosha a 5 sous-doshas. Et un des sous-doshas de Pitta, on parle de motivation, donc Pitta, c'est vraiment le dosha de la motivation. Un des sous-doshas de Pitta, c'est Sadaka Pitta. Et Sadaka Pitta est situé dans le cœur et connecté à la tête. Et quand ce dosha-là est en équilibre, la personne a du drive, elle est active, elle est motivée, elle a une intelligence qui va lui permettre de faire des choses. Et quand Sadaka Pitta va pas bien, on est déprimé et là, on fait plus rien. On sait bien que la dépression, c'est justement s'arrêter de faire des choses, on étouffe la gada et il n'y a plus rien qui va. Donc Sadaka Pitta, qui est au cœur de l'être humain, qui est dans son cœur, c'est vraiment le sous-dosha, l'endroit de la motivation. Mais alors, voilà. du coup, qu'est-ce qui amène le déséquilibre? Alors, il y a plein de choses. On a parlé, c'est intéressant, on dit les doshas, c'est ce qui nous constitue. Or, les doshas, ce sont des défauts. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est qu'on arrive sur Terre avec plein de défauts, des tendances naturelles qui sont nos défauts. Et on peut dire que l'objectif d'une vie humaine, c'est de travailler sur ces défauts et d'arriver dans son destin à des réalisations, à des transformations, des réalisations. Donc, première chose, si on a des défauts, la première chose, c'est de les accepter et de voir que c'est normal. Je ne sais pas, si vous allez faire une formation, par exemple, une formation ayurvédique ou tout autre, vous n'arrivez pas en disant je veux tout savoir d'avance. Vous y allez pour apprendre. Et la vie, c'est pareil, on y va pour apprendre. Donc, on est là avec nos défauts, avec les trucs qu'on ignore, et on va petit à petit travailler dessus. Et ça va être à chaque fois une leçon qu'on va devoir traverser. La leçon d'un Vata, ça va être d'apprendre à être serein, d'apprendre à être ancré, puisque Vata décolle, il flotte un peu, donc on va apprendre à Vata à s'enraciner dans le sol, à utiliser une hygiène de vie au quotidien qui va l'aider à cet enracinement. Pitta, on va lui apprendre le détachement parce qu'il est trop
fixé sur ce qu'il veut et des fois, ça l'empêche d'avoir un peu de recul. Donc, on va le faire respirer, on va lui dire, vas-y, calme-toi, on prend du recul et on relativise. Ce que j'arrive à faire, j'y arrive, tant mieux. Si je n'ai pas réussi à le faire, c'est pas grave, il va y avoir autre chose qui va se présenter. Le CAFA, on va lui apprendre à se bouger, à se dynamiser, parce qu'il a tendance à un peu se laisser aller et se laisser aller par les sentiments. Donc, on va lui apprendre justement cette énergie de la motivation et il va voir qu'il va dépasser les attachements sentimentaux pour être plus dans l'action. Donc, en fait, chacun de nous a son défaut à lui et on va essayer de l'amener à s'équilibrer dans une qualité qu'il pourrait trouver dans un autre dosha. Alors, c'est important pour vous, les participants, effectivement, de voir quelles sont les tendances que vous traversez en ce moment, à quoi elles appartiennent, à quelle grande catégorie, et vous savez du coup quel est le déséquilibre en question. Et donc, on va arriver bien sûr aux stratégies ayurvédiques, parce que la médecine ayurvédique, une dracharya, c'est le fait de mettre des routines en place, et donc, eh bien, quand vous voulez, on passe à la suivante. Stratégie ayurvédique. Alors, déjà, donc, dans l'Ayurveda, il y a des tout grands sujets. La nourriture, l'alimentation, c'est un grand sujet. Et donc, chaque dosha va avoir des besoins. Un vata qui est tout sec, tout léger, qui a besoin, qui manque d'ancrage, il va avoir besoin de quelque chose qui le leste. Ça peut passer par la nourriture, par le massage, mais en tout cas, c'est l'huile. Il a besoin absolument de cette huile qui va le lester. Il a besoin d'une alimentation qui soit onctueuse, c'est-à-dire une soupe cuite avec un peu de ghee dedans ou de l'huile ou de la crème, quelque chose qui tienne au corps, qui soit bien nourrissant et qui soit réchauffant, puisque Vata est sec et froid. Pitta, lui, il est chaud patate, il peut avoir trop de chaleur dans le corps, et donc on va lui amener quelque chose qui est rafraîchissant, hydratant aussi, et harmonisant. Par exemple, typiquement, la rose est un des trucs qui marche le mieux pour Pitta, c'est adoucissant. Et quant à Kapha, lui, il est lourd, il a besoin d'énergie, donc on va lui donner quelque chose qui est un peu sec, léger, puisqu'il est lourd, et qui est stimulant. Et donc là, on verra au niveau des aliments tout ce qu'on peut donner. Par exemple, une céréale typique pour Kapha, c'est le millet, qui est sec et qui va très très bien nourrir Kapha sans l'alourdir. Une céréale idéale pour Vata, ça va être le blé qui est costaud, lourd, et le riz est bon pour Pitta parce que le riz est rafraîchissant. Là, je parle des céréales. On peut dire ça pour les légumes, les protéines. Chaque catégorie d'aliments va avoir une stimulation. Un truc spécifique. Voilà. Oui, après, il y a certaines choses qui sont bonnes pour les trois doshas, qui sont tridoshis. Oui. Et alors, en l'occurrence, on pourrait se dire, oui, mais en quoi la nourriture, finalement, ça sert à avoir l'énergie de la motivation? Alors, si la nourriture, c'est votre carburant. Si vous n'avez pas le bon carburant, le moteur, il ne tourne pas, tout simplement. Donc, si vous donnez, par exemple, du café et du chocolat à un Vata, il va partir dans les tours, il va être anxieux. Alcool, café, chocolat, alors là, votre Vata, il est flingué de chez flingué, il ne sait plus comment il s'appelle, et il n'est plus capable de rester focus sur ce qu'il doit faire. Vous donnez du piment et, je ne sais pas moi, de l'alcool, du piment à un Pitta. Qu'est-ce qu'on pourra donner d'autre à un Pitta qui va être les solanacées, tomates, aubergines, poivrons, tout la ça. Patate. Il est chaud patate. Oui, voilà. Donc le Pitta, il va être trop chaud, il va être irritable et il va, à la place de se focaliser sur son projet, il va finir par se mettre en colère et jeter son projet. Il n'en peut plus. Voilà, ça ne va pas. Le Kapha, si on lui donne du lait, du riz, qu'est-ce qu'il y a, du fromage, des choses lourdes, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui soit lourd, du sucre, voilà, lait, sucre, riz, tout ça va le plomber et il va se sentir banane, pour Caroline, exactement. incapable de se mettre en route, quoi.
Voilà. Donc, effectivement, oui, les aliments ont vraiment un impact sur notre psychisme et sur notre motivation. D'autre part, si notre dynamique de digestion n'est pas bonne, on ne peut pas processer ce qu'on mange et donc on va être pas bien parce qu'on va manquer d'énergie. Et pour être motivé, il faut d'abord de l'énergie, la bonne énergie. Exactement. Une énergie créatrice pour Vata, une énergie active pour Pitta et une énergie de mouvement pour Kapha, de mise en route. Eh bien, on peut peut-être voir quelles autres stratégies on peut utiliser. Oui, oui. Les respirations. Les respirations, les exercices et les horaires. On a mis ça ensemble parce que les horaires, ça fait partie de cette fameuse dinacharya où on va se mettre en route. Une des choses qui est quand même très importante dans la motivation, et je vais expliquer pourquoi, c'est de se lever tôt. Alors vous allez me dire, un kapha déjà, il a du mal à se lever tôt, donc lui dire de se lever tôt va être compliqué. Mais bien, on va créer un cercle vertueux qui fait qu'à un moment, il va être capable de se lever tôt. Ça ne veut pas dire que s'il se lève à 10 heures, on lui demande de se lever à 6 heures dès le lendemain. On va lui dire 10 heures moins le quart, 9h30, 9h15, 9h. Et ça, c'est très important. L'intelligence de l'Ayurveda a cette caractéristique de la progressivité. On ne va jamais dire à quelqu'un vous fumez 2 paquets de clopes, demain vous n'en fumez plus. On dit vous en enlevez une demain. Et la semaine prochaine, une autre. Et on va créer des cercles vertueux qui vont arriver à un bon résultat. Donc, si on parle du sommeil, qu'est-ce qui se passe en fait par rapport au sommeil quand vous avez la sphère terrestre et le soleil qui va arriver là où vous habitez. Donc, les rayons du soleil vont vous toucher. Et ça, c'est donc au moment du lever du soleil. Hein. Si à ce moment-là, vous êtes dans votre lit avec les intestins plein de toxines, eh ben, cette énergie-là va se fixer pour vous pendant la journée. Donc, on va tendre à essayer petit à petit de se lever plus tôt et l'idéal, évidemment, ce sera de se lever tôt au moment du lever du soleil ou même un quart d'heure avant pour être précis. Et à ce moment-là, d'arriver à avoir cette bonne énergie dans un corps qui est préparé pour la journée. Bon, ça ne vient pas d'un coup, mais c'est faisable. Franchement, je peux vous assurer que plein de gens à qui on a proposé des challenges ont dit au départ impossible, j'y arriverai jamais. Et pas longtemps après, m'ont dit c'est incroyable, j'y suis arrivée. Voilà. Et là, c'est là au début du webinaire, exactement. C'est exactement ça que j'ai dit. Ouais. Voilà. Okay. Et donc il y a bien des mouvements qui sont appropriés pour chaque dosha et qui vont venir équilibrer. Très simplement, un kapha, c'est quelqu'un de lourd, qui a beaucoup de puissance, d'endurance. Un pitta, c'est moyen. Et un vata, il est fin, léger, il a peu de résistance. Quelqu'un qui a une fine baguette, on ne va pas lui faire un marathon. Par contre, un kapha, oui, lui, il peut courir son marathon. Le pitta, on ne va pas lui demander de courir un marathon, ça va être le sprint. Il va faire un 100 mètres et boum, il s'arrête. Alors, un vata, vous ne lui demandez pas un 100 mètres. Donc, tout simplement, on va proposer des exercices qui vont être doux, réguliers, de courte durée pour un vata. Et on va proposer, par exemple, j'ai donné des exemples de yoga, yoga nidra. Donc, allongé, méditation, conduite, body scan. Voilà, ça va être un yoga qui va convenir à un vata et on va lui proposer, on lui fera pas faire par exemple une salutation au soleil, c'est trop fatigant pour lui et épuisant. On va trop puiser dans ses réserves parce qu'il n'en a pas beaucoup. Pitta, lui, on va lui donner quelque chose qui est d'une intensité moyenne et qui est assez rythmé, comme ce pitta, il aime faire des choses, et ben, on va lui proposer par exemple un yoga vinyasa qui a des enchaînements fluides et qui est rythmé, tonique. Et donc, un kapha, comme on l'a dit, il a beaucoup d'endurance, donc on peut lui faire des choses qui sont plus stimulantes, qui sont plus longues. Une session de yoga pour un vata, ce sera 20 minutes, 40 minutes pour un pitta, et une bonne heure pour un kapha. Et à ce moment-là, lui, il peut faire un yoga yangar, par exemple, qui est quand même assez exigeant.
Voilà. Donc, l'énergie de la motivation dans le domaine du mouvement, c'est savoir ce qu'on peut faire. C'est pas vouloir à tout prix devenir un bien, alors qu'en fait, on n'en a pas l'essence physique. Voilà. Hein, c'est ça. On pourrait dire, un sumo, on ne va pas lui demander d'être une ballerine à l'Opéra de Paris, et une ballerine, on ne va pas lui demander d'être un sumo. On est ce qu'on est, et la motivation va être très liée avec la notion du dharma. Qu'est-ce que je viens faire sur cette terre? Je sers à quoi, moi? Et comment? C'est la réalisation. C'est ça. Le dharma, c'est ma mission dans la vie. Qu'est-ce que je viens faire là? Qu'est-ce que je viens réaliser? Et donc, quand on trouve vraiment qui on est grâce à ces doshas et ces gunas, on trouve vraiment à quoi on va servir. Si on est tout fluet, on ne va pas faire bûcheron. Et puis, si on est un pitta, on ne va pas se mettre dans une grotte pour méditer toute la vie. Donc, on a besoin de trouver son propre profil pour comprendre ce qui est son dharma et qui va vraiment à ce moment-là donner de la motivation. On peut transporter des montagnes si on sait pourquoi on est venu, et ça, c'est très important. La quête de sens et être à sa place. Beaucoup de gens, quand ils vont pas bien, disent « je suis pas à ma place ». Je suis à côté de mes pompes, on dit d'ailleurs. Oui, exactement. Je vais pas bien. C'est aussi la définition du bonheur chez des philosophes comme Nietzsche, par exemple. C'est la réalisation et pas que, c'est bien des Grecs aussi, c'est deviens ce que tu es. C'est ça, exactement. Et ça va être le travail de l'Ayurveda, c'est non pas de transformer ce qu'on est, puisqu'on est ce qu'on est, on a des doshas de constitution, c'est de trouver l'équilibre pour se rapprocher de sa constitution de naissance. Pour se rapprocher, par exemple, si je suis quelqu'un de kapha, mais que j'ai énormément d'agitation à cause de la vie que j'ai eue, eh ben, petit à petit, je vais retrouver ce côté paisible, calme, un peu lent du kapha qui va me correspondre. Et donc, je vais me rapprocher de ma nature fondamentale. Alors, on a parlé évidemment de cette dracharya, mais finalement, quand on est dedans, qu'on est vraiment dans un gros déséquilibre, du coup, il y a bien sûr dans la médecine ayurvédique, il y a de quoi accompagner dans l'urgence, et notamment des remèdes et des plantes. Hein, oui, c'est bien ça. Alors, ça va être le déclencheur. On va créer un cercle vertueux. Ce qu'on veut, c'est d'abord faire des choses les plus simples possibles, alimentation, exercice et tout ça. Mais bien sûr, si on fait que ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, on va donner des choses qui vont accélérer le processus. Et à ce moment-là, il y a des plantes spécifiques. Donc là, on a quelques exemples. Vata, par exemple, le Shankapushpi. Le Shankapushpi, c'est du liseron. Le petit liseron qui pousse comme ça, qui envahit tout, eh ben, c'est un apaisant pour l'esprit. Bon, ne mangez pas les liserons de votre jardin quand même. J'allais dire, attention, non. Il y a des liserons qui font des plantes, enfin des graines qu'on appelle des graines. La liane d'argent est un liseron, et les graines de liane d'argent sont un puissant hallucinogène. Faites attention, venez plutôt en boutique. C'est du LSD. venez Pas en du boutique. LSA plutôt. Voilà. Ouais, on voit bien là que ça a un impact sur le psychisme. Hein. En dehors de ça, donc on a donné un exemple de plantes, d'épices et d'herbes fraîches. Donc le cumin est très bon pour Vata parce qu'il va aider beaucoup à la digestion. Et le siège de Vata, c'est le côlon. Donc le cumin est très très bon pour avoir un bon transit bien comme il faut. Et donc c'est une très bonne épice pour Vata. Il y en a plein d'autres, hein, mais il fallait bien donner des exemples. Et le basilic aussi, qui est réchauffant. Très bizarrement, c'est un prabhava, c'est-à-dire c'est une exception. Le basilic qui pousse en été devrait être rafraîchissant, comme tout ce qui pousse en été, comme la mélisse, comme la coriandre, comme les légumes d'été. Eh bien non, le basilic, il est réchauffant. Il est plutôt équilibrant, donc il va convenir souvent aux trois doshas, mais il est quand même un peu réchauffant. Donc, on le met dans la catégorie favorable pour Vata. Pour ce qui est de... Pardon ? Basilic thaï aussi ? Les basilics, bien sûr, ont différentes caractéristiques. Le meilleur, oui, le basilic thaï aussi, le meilleur des basilics, c'est le tulsi, qui est assez équilibrant pour les trois doshas, mais un peu stimulant. Donc,
pas forcément, il est réchauffant, donc il faut faire attention si on veut vraiment, vraiment, si on a des bouffées de chaleur et tout ça, bon, c'est moins bien. Et puis, il est un peu stimulant pour le soir. Donc, c'est excellent, excellent. Le Tulsi Gotu Kola, donc avec du brahmi, est excellent le matin pour remplacer le café ou le thé, pour ceux qui prennent ça et pour qui c'est pas très favorable. Donc, maintenant, notre pita, ben, lui, il va prendre du brahmi, ce qui est apaisant. J'aurais pu dire là, je n'ai pas mis, mais bon, voilà. La cardamome aussi, et la coriandre, qui vont être des plantes qui sont surtout rafraîchissantes et harmonisantes, qui vont enlever les côtés inflammatoires. Ensuite, pour le kapha, on a mis l'ashwagandha, qui est un apaisant, mais qui est aussi réchauffant. Donc, si on a du stress, les 3 doshas peuvent avoir du stress, vous êtes d'accord? Donc, Shankapushpi pour Vata, Brahmi pour Pitta et Ashwagandha pour Kapha. On ne doit pas donner d'ashwagandha à un Pitta. Et ce qui est important, puisqu'en l'occurrence, on sait que cette plante-là, en ce moment, sur tous les réseaux sociaux, on entend TikTok, on voit plein de choses, et c'est vrai qu'on essaie de de rendre… Ashwagandha pour tous. Pour tous, oui, exactement. Non. Alors qu'en fait, non. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des gens qui vont dire non, pour moi, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Et en réalité, c'est parce que ce n'est pas adapté. Et c'est pour ça qu'on définit toujours les 3 doshas avant de commencer nos webinaires, parce qu'effectivement, rien n'est absolu. Oui. Voilà, c'est très important. Effectivement, l'ashwagandha, c'est une plante à la mode. Ça va être comme le trikatu, par exemple, qui est un mélange… non, pardon, le triphala, pas le trikatu, qui est un mélange très, très à la mode. Et en fait, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Donc, Caroline qui dit, est-ce que si on est kapha et pitta, alors, ça dépend de pas mal de facteurs. Une jeune fille, kapha pitta, il vaut mieux pas lui donner d'ashwagandha parce que ça peut avoir un impact sur sa fertilité. Et si on a de la ménopause et des bouffées de chaleur, pas d'ashwagandha non plus. Donc, ça dépend un peu de la période de la vie. Pour Kapha Pitta, moi, je propose le Brahmaganda. Mais… Alors, y a-t-il une alternative auquel tu penses? Oh, on a perdu à nouveau Éléonore. Ah là là, voilà, encore une fois, les aléas du direct. Du coup, j'imagine le brahmi, quoi. Bah, plutôt, effectivement, Oui. plutôt le brahmi. Alors, c'était quoi la question, Talia? C'était pour le Pitta Kapha, qu'est-ce que tu pouvais recommander? Et on a jugé que le brahmi était pas mal. Le brahmi est quand même très adapté pour tout le monde. Donc, oui, c'est très bien. Après, il va y avoir un autre facteur qui va être le support. Donc, selon le dosha qu'on va avoir, on va prendre un support plutôt sec, plutôt avec du ghee, plutôt avec des brasayana, donc des pâtes régénérantes, et selon la situation, ou alors de l'alcool aussi. Donc, consommer le brahmi, c'est ça. Oui, c'est ça. Le brahmi va être mis sous forme de plantes, de tisanes, de beurre médicalisé. Donc là, j'ai mentionné un beurre médicalisé qui est le Mahakalyanaka Ghritam, qui est un ghee médicalisé et qui est bon pour les 3 doshas. Donc c'est excellent. Il faut qu'on ait quand même une bonne digestion. Il faut un tout petit peu travailler la digestion pendant 1 semaine ou 2. Et puis on prend le Mahakalyanaka Ghritam et on le met soit dans la nourriture, surtout si on veut harmoniser quelqu'un pour qui on fait à manger, qui a des difficultés, on met ça dans la nourriture. Alors, je vous donne ça en exemple, c'est très extrême, mais c'est vraiment un exemple qu'on nous avait donné dans un cours d'un monsieur qui était alcoolique et avec qui on avait tout essayé. Il n'y avait rien à faire. Et en fait, sa femme a fini par mettre du Mahakalyanaka Ghritam dans sa nourriture et ça a marché. Elle l'a fait en douce. C'était pour une bonne cause. De toute façon, c'est extrêmement harmonisant.
Et pour ceux dont c'est la première fois, parce qu'il y a eu mon premier jour de découverte pour la médecine ayurvédique, ce qui est important, c'est que vous voyez, on peut en effet être avec plusieurs doshas. On a là une personne qui a identifié qu'elle était Kapha Pitta. Donc voilà, on peut. Et d'ailleurs, Éléonore, tu me disais qu'il y avait des personnes qui étaient parfaitement tridoshiques, c'est-à-dire à l'équilibre. Les 3 doshas en équilibre, ce qu'on appelle tridoshique. Ça, c'est très exceptionnel. Alors attention, tu peux avoir un tridoshique déséquilibré et un tridoshique équilibré. Parce donc, que tu as les 3 qui ne vont pas. Ça, c'est vraiment pas de chance. Alors, tu as 3 qui sont en équilibre. Là, c'est vraiment le top, quoi. Ah, ouais. Alors voilà, donc si on est tridoshique et qu'on est à l'équilibre, on est parfait. Voilà, exactement. Après, tout est parfait parce qu'on vient avec notre mission, donc il faut bien un peu de déséquilibre de ci et de là pour pouvoir avoir toutes sortes de missions, quoi, dans la vie. Et donc, si on manque de pitta, si on manque de pitta, on n'en manque pas. Alors, il faut distinguer la constitution de naissance et ce qu'on a en déséquilibre. Personne ne manque de rien à la base de naissance. On est parfait comme on est. Par contre, si on pourrait confondre manquer de pitta et manquer de feu digestif. À ce moment-là, on va donner certaines plantes, on va aider avec des mélanges d'épices ou bien un peu de ghee dans la nourriture, etc., pour stimuler la digestion. Ou manger des braises. Ça marche aussi. Voilà, pour mettre du feu. Peut-être que Luc voulait dire manquer de pitta, peut-être de motivation, auquel cas peut-être c'est le déni, ou la méconnaissance de son propre dosha et donc un mauvais usage alimentaire, un mauvais usage de lever, une façon de vivre qui ne correspond pas à son dosha. Peut-être. C'est bien le feu digestif. Ah, mais c'était bien le feu digestif. Oui, c'est ça. Le feu digestif, c'est pas la même chose que pitta. Donc, le feu digestif, tout le monde en a besoin, donc les 3 doshas, et ça va être très souvent le démarrage d'un problème de santé. Donc, d'ailleurs, ça s'appelle Agni, le feu digestif, et notre chère Pratima qui enseigne, qui est notre responsable de l'académie, enfin de l'université, son entreprise s'appelle Agni Healthcare, donc le soin de Agni. C'est la base de la base de la base. On commence par ça. Et par exemple, si vous prenez du brahmi, du shankapushpi et tout ça, mais que vous ne les digérez pas, ça ne sert à rien. Ça va être une charge pour votre corps. Donc, il faut d'abord travailler sur la digestion avec un peu de poivre, un peu de gingembre, un petit peu d'épices, un mélange d'épices, bashkar lavan ou d'autres mélanges d'épices, de l'eau chaude. Et puis, petit à petit, on va donner du ghee. Et puis seulement du ghee médicalisé. Donc, j'ai parlé du Mahakalyana Kagritam, mais on ne peut pas le donner tout de suite. Il faut d'abord préparer un petit peu la digestion. Et je disais, on le met dans la nourriture ou dans le nez. Le nez, c'est ce qui va, quand on met du ghee médicalisé dans le nez, c'est ce qui va directement traiter au niveau cérébral et qui va être très apaisant pour dormir, pour être serein, etc. Donc ça, c'est une des originalités de l'Ayurveda, c'est de traiter directement en mettant du ghee dans le nez. Vraiment. Alors, justement, bizarre. Le ghee, dis-nous ce que c'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Alors le ghee, c'est un beurre clarifié. Donc on va prendre du beurre, du beurre non salé, bio si possible, bien sûr, frais, et on va le faire fondre. Il va y avoir de l'eau qui va se détacher du beurre et des protéines. On va filtrer les protéines, on va les enlever, on va laisser toute l'eau s'évaporer et il restera un liquide gras, pur. Et ce beurre clarifié est excellent pour nettoyer les toxines dans le corps, pour nourrir le système nerveux. Les particules de ghee traversent les parois lipidiques des cellules. Donc, autant le ghee va transporter les nutriments au cœur des cellules, enlever les toxines et repartir avec. Il va nourrir le système nerveux, il va apaiser le feu digestif. Donc, c'est vraiment une panacée. Le ghee, c'est de l'or. Donc, quand on a fait notre porte ouverte et que nos musiciens indiens magnifiques sont venus, ils ont vu le ghee dans la boutique, ils ont dit « Oh, it is gold, gold, gold ». Ils étaient ravis de voir. Le ghee, c'est sacré aussi. C'est un truc qui a une dimension. On a parlé la dernière fois de sneha, qui est l'amour et l'huile, ou l'amour et le ghee. Enfin, le ghee, c'est cette substance extrêmement nourrissante et extrêmement réparatrice qui est comparée à l'amour.
Et donc, il ne faut pas grimper aux arbres pour aller le chercher. Hein. D'accord. Et donc, quand Non, vous non. Et quand vous clarifiez votre beurre, c'est la fameuse petite mousse là qui s'opère quand ça chauffe. Et il faut retirer toute cette mousse et vous allez obtenir ce beurre On enlève clarifié. la mousse. Ouais, Voilà, absolument. on va écumer la mousse et puis on va filtrer à la fin ce qui reste éventuellement dans une étamine. Ouais. Très bien. Alors maintenant, on a Eh ben, l'essentiel, on va faire le peut résumé. résumer peut-être les points. Alors, pour résumer, on a évidemment à déterminer son dosha dominant, hein, bien évidemment. Et ensuite, de voir quels sont, par rapport aux critères qu'on vous a donnés, qu'est-ce qui vous traverse, qu'est-ce qui représente le déséquilibre, bien sûr. Et ensuite, c'est stimuler son énergie en fonction de ça. Et il y a donc des choix alimentaires, il y a une façon de bouger, il y a une façon de choisir son heure de lever, bien sûr. Et alors, l'adaptation de l'alimentation, il y a toute une dracharya à mettre en place. Et encore une fois, le but étant de faire les choses petit à petit. Et si c'est une chose, c'est très, très bien parce que c'est le début en réalité. Et puis, évidemment, de développer une vie authentique, pleine de sens selon son dharma, comme tu le disais tout à l'heure. Et ça va vous donner toute l'énergie de la motivation. Voilà. Donc ça, alors, les éléments c'est importants. juste, je rebondis sur ce que tu dis qui est vraiment super important. Une petite chose, on dit en Ayurveda qu'une petite action a des grands résultats. Et si vous envahissez votre corps avec plein d'actions, vous n'aurez pas de résultats. Donc, un petit truc, c'est comme si vous tiriez sur un fil et que toute la bobine va venir. Ça va créer un cercle vertueux et petit à petit, vous allez améliorer votre situation. Donc, surtout, ne pensez pas que l'Ayurveda, c'est un truc pas faisable. C'est très faisable si vous vous simplifiez la tâche. Dans la culture française, on a ce côté il faut. Dans l'Ayurveda, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'obligation. On y va doucement et on y va adapter à votre rythme. L'Ayurveda s'adapte à la personne et pas la personne à l'Ayurveda. Ça, c'est super important. Absolument. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous en avez déjà posé, hein, mais peut-être que pour les personnes qui ont la première fois, alors, véridique, vrai. Qu'est-ce qui était véridique et vrai? Le petit pas, peut-être, hein? Alors, on a… Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Non. Oui, et donc non. le petit pas. C'était ça, d'accord. C'était le petit pas. Oui, c'est bien ça. C'est très, très, très important. Je le vois quand on fait les consultations. Les personnes qui veulent tout faire, notre grande difficulté, c'est de convaincre les personnes de ne pas tout faire. On va donner un dossier qui est assez complet quand on fait les bilans de consultation et on va dire à la fin, surtout ne faites pas tout, vous avez plein de possibilités et vous allez faire votre marché dans les propositions qu'on vous fait, soit les respirations, soit les plantes, soit les massages, soit les exercices de yoga, soit changer le repas du soir ou bien changer le petit déjeuner, mais pas tout à la fois. Et la plus grande difficulté, ça va être de convaincre de ne surtout pas tout faire. Si on ne fait pas tout, on fait une chose, on peut valider, ok, ouais, ça a marché pour moi, je valide, c'est bon pour moi. Non, ça ne me dit rien, je ne prends pas. Ce qu'on va vous demander, et je le répète à tous les webinaires, c'est d'apprendre à être votre propre médecin, d'apprendre l'autonomie, d'apprendre à être, de reprendre cette souveraineté de vous-même et ne mettez pas vos mains de votre vie dans les mains de quelqu'un. C'est vous qui devez faire le nécessaire pour vous-même avec une coopération avec d'autres gens. Mais c'est vraiment vous qui êtes le maître de votre propre vie. Eh ben, on va voir ça justement avec une autre présentation, c'est comment devenir éducateur de santé ayurvédique avec… Ou maître de votre propre vie. Et oui, on arrive bientôt. Alors, on arrive bientôt au week-end d'immersion pour ceux qui veulent découvrir en un week-end sans groupe d'engagement. Mais je vous laisse Mais je vais faire. en reparler. Ouais. Donc, en fait, effectivement… attendez, Pendant que tu fais ça, il y a quelqu'un qui a demandé ce que c'était le brahmi. Le brahmi, c'est une plante qui s'appelle du gotu kola.
et qu'on appelle le booster cérébral. Donc, c'est une plante qui est excellente pour la motivation, qui aide à dormir, qui aide à se concentrer, qui aide à avoir une meilleure mémoire. Donc, c'est une plante géniale. Voilà. Et alors, quelqu'un d'autre a demandé pour les conseils sur l'automne. On peut également vous envoyer notre e-book d'automne dans lequel vous aurez tous les conseils qui sont adaptés, puisque nous sommes en automne, à cette saison. Voilà. Bah, on fera à ceux qui restent jusqu'au bout, justement. Voilà. Donc voilà, donc le programme Devenir éducateur de santé, c'est une chance de maîtriser une compétence professionnelle puissante pour justement créer des changements surtout durables en vous-même d'abord et puis chez n'importe qui. C'est une compétence vraiment transformative. On n'enseigne pas aux gens parce que quand on enseigne, on peut oublier, mais en fait, quand on transforme un esprit, la conscience s'élève et elle ne peut jamais revenir à sa taille inférieure. C'est vrai. Et c'est ce qu'on fait ici, c'est apprendre justement à élever cette conscience. Pendant toute l'année, vous apprendrez à faire une vaste gamme de choses en utilisant les techniques ancestrales de l'Ayurveda, mais aussi des programmes qui changent évidemment à chaque année parce que les médecins sont en activité et donc ça évolue évidemment. Donc on sera forcément à la pointe. Et puis, qu'est-ce que la raison principale pour laquelle les gens consultent des éducateurs de santé, hein, vous avez justement l'anxiété, le stress, les problèmes liés à la digestion, l'insomnie, l'anxiété, enfin, ça je l'ai déjà dit. Et puis, et ben justement, en fait, quand on n'est pas bien soi-même, tu l'as dit tout à l'heure, Éléonore, on perd confiance en soi et le problème, c'est que on arrive dans justement des comportements un peu autodestructeurs aussi. C'est la fin de la journée. Voilà. Et du coup, on peut évidemment l'utiliser pour l'image de soi, la confiance en soi. Une des grandes choses à propos de ce cours, c'est qu'on n'apprend pas seulement à aider les autres, mais qu'on développe soi-même. On se change soi-même, on se transforme. Et cette transformation, comme tu disais aussi, elle n'est pas immédiate, mais par contre, elle est extrêmement durable. Et voilà, donc elle est quand même assez impressionnante. Je le redis, je me répète, je radote, mais entre le début de l'année et la fin de l'année, il y a vraiment un avant, un après chez les élèves, et on voit, ils le disent, il y a des témoignages vraiment d'élèves après 1 an déjà qui disent c'est incroyable ce que j'ai appris en 1 an. La vision du monde change complètement, la compréhension du monde, c'est bouleversant, hein, c'est quand même c'est très fort. Bon, certains de nos élèves sont là à l'écran, ils peuvent éventuellement en dire, enfin à l'écran, avec nous, ils peuvent nous dire leur expérience, mais en tout cas ils sont encore avec nous, donc ça voilà. nous fait toujours hyper plaisir, hein, Caroline notamment et puis les autres. Merci d'être là. Elle confie. Voilà, merci Caroline. Oui, c'est vrai, c'est fou ce que ça change, c'est impressionnant. Oui. Voilà, donc alors j'avais lancé ça. Qu'est-ce qu'on apprend dans l'Ayurveda? Alors pourquoi se former à l'Ayurveda? D'abord, c'est une science fascinante. L'Ayurveda crée un équilibre profond entre le corps et l'esprit. Ça, on l'a dit, on le redit. L'amélioration complète du bien-être et donc sur soi, donc améliorer évidemment le sommeil, gérer son stress et atteindre un bien-être durable. Et une intégration quotidienne, c'est-à-dire ça se fait effectivement au fur et à mesure dans notre vie. Ce sont des changements de vie. Je vais peut-être mettre ça, voilà. C'est nos enseignants. Voilà, nos enseignants, une équipe pédagogique d'excellence. Donc, Pratima, alors oui, ça c'est 3 sur 12, il faut bien sélectionner. On vous les passera à chaque webinaire, on changera. Bon, Pratima Nagesh, elle sera pratiquement toujours là. Hein, c'est notre directrice pédagogique. Et vous avez donc des médecins de qualité. Alors, la formation, elle est rapide et efficace quand même, parce qu'en 1 an, on maîtrise l'éducateur de santé en 10 week-ends.
Et vous allez voir dans le programme, je vais vous montrer après, qu'on balaye vraiment tous les points de l'Ayurveda. L'apprentissage est immersif, on combine théorie et pratique pour une compréhension profonde de l'Ayurveda et donc avec une pédagogie sur les 4 piliers de la connaissance, de l'apprentissage. Et en plus, on offre une flexibilité d'apprentissage parce qu'il y a des gens qui viennent de loin et donc on a des cours en présentiel évidemment, mais distanciel, replay disponible pour s'adapter au rythme. Donc le programme, notre programme de formation, c'est éducateur de santé, c'est un tronc commun pour rentrer dans l'Ayurveda. Une formation intensive sur 10 week-ends, flexible. Un an où on version accélérée aussi, en 3 mois. Il y aura une session en hiver, une session en été. Ensuite, on a des spécialisations. Donc, on approfondit ses connaissances en massage, d'un côté, en diététique plante, de l'autre, périnatalité d'un troisième. Et donc, vous avez des modules adaptés à vos intérêts. Les certifications, j'en ai parlé au début, mais je le redis, nos certifications sont reconnues internationalement et en plus, on est, nous, certifiés Calliope. Donc, ça, pour vous, c'est une garantie de qualité et d'excellence. C'est ce qu'on apporte à l'académie et c'est pour ça qu'on l'a transformé en université. Donc, vous choisissez votre spécialisation, mais on n'en est pas là, donc je passe ça rapidement. Le programme éducateur de santé, qu'est-ce qu'on voit? On a philosophie ayurvédique et on va commencer par là. Donc d'ailleurs, il y a des anciens élèves qui participeront à ce cours, dont Caroline, qui ne l'a pas fait l'année dernière et qui le fait donc cette année. Et le philosophie, c'est un cours charnière, donc on le met un peu à part, on peut le faire au début ou à la fin, et on va découvrir là-dedans les fondements de la philosophie Ayurveda en 3 jours intensifs. C'est d'ailleurs là-dessus que je vous invite à vous inscrire. On y est bientôt, C'est 12, 13 et 14. Il reste 8 places, je crois, sur les 60 qu'on avait au départ. Donc, c'est le moment de s'y mettre. Ensuite, on balayera dans l'année les connaissances générales, donc les bases de l'Ayurveda, les principes thérapeutiques, les aspects physiologiques et anatomiques selon l'Ayurveda. Ensuite, on aura des cours de diététique ayurvédique où là, on est encore toujours dans le pratique. Hein. On apprend les bases de l'équilibre et ensuite, on apprend à faire à manger. Et donc ça, c'est… Et ça sent bon dans la cuisine. Voilà, il y a une petite erreur. C'est seulement 6 jours, donc 3 jours pour les bases et 3 jours ensuite d'approfondissement. Donc, on voit quels aliments vont avec quoi, etc. Et après, on en fait des alicaments. C'est-à-dire que c'est ce qu'on mange et notre médecine. Et surtout, on mange ce qu'on a fait. Hein. Et on mange ce qu'on a fait. Ah oui, alors oui. en plus, cours super sympa. Le repas est offert. Hein. Le cours de massage et le cours de cuisine, c'est les cours qu'on adore. Hein. Voilà. Vraiment, on se fait masser au cours de massage. Exactement. Psychologie et spiritualité, on voit aussi tout ça. Alors, les avantages du centre, c'est que vous pouvez être hébergé sur place, donc vous pouvez dormir sur place, et vous pouvez manger aussi sur place, donc c'est que des avantages. Une chose, c'est donc la certification, voilà, ça j'en ai déjà parlé. Alors, l'Ayurveda, je le dis, c'est un marché en pleine expansion, c'est actuellement 20 milliards d'euros de marché et dans 5 ans, c'est 250% qui sont pris, donc c'est 49 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y a de la place quand même pour tout le monde. Peut-être qu'on pourrait l'année prochaine augmenter le nombre d'inscrits, mais en tout cas, si dans le cadre de la volonté d'une reconversion, c'est un excellent pari à faire que de se former en médecine ayurvédique et en éducateur de santé. Il y a beaucoup de gens que la Covid a un peu déprimé et on le comprend, sur oui. médecine allopathique. Oui. Alors, on ne la rejette pas, mais une alternative qui en plus garantit une santé un peu durable, c'est hyper intéressant. Et il y a plein de gens qui vraiment veulent connaître un peu plus ça. Donc, nos éducateurs de santé, ils ont un marché derrière. Et c'est
facilement 100 000 euros par an, quoi. Donc, c'est très intéressant pour le business aussi. Alors, débutez votre voyage ayurvédique. La première étape, c'est de vous inscrire. Alors, je vais noter tout de suite dans le... hop, Ah oui, le chat, oui, bien dans sûr. le chat, je reprends et je note la landing page pour s'inscrire. Voilà, vous avez... Je crois pas que ça soit parti. alors, Non. tac, CTRL V. Ah voilà, là c'est bon. Voilà. Ouais. Et là, je l'envoie. Ben non, si, 2 fois. Ah, c'est parti 2 fois. Voilà. Ah, Quand est-ce qu'on mange? Bah oui, non, on mange. on est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange, Tatiana disait absolument. on est ce qu'on mange. C'est clair. Ah, le CPF. Alors, Alors. le CPF, non. Et en fait, le CPF a tendance à disparaître de plus en plus. Il faut du RNCP. Il n'y a pas de RNCP. Et oui, on peut avoir les dates et les tarifs, bien sûr. J'y viens. Alors, sur le week-end, là, vous le verrez, le premier jour, c'est 200 euros. Vous participez, ça vous plaît, vous continuez, ça ne vous plaît pas, vous êtes remboursé. Si vous continuez le week-end, philosophie, ce sera donc 200 euros par jour supplémentaire. Donc, comme il y a 2 jours, ça fait 400 euros. Et là aussi, vous vous engagez sur ce week-end-là seulement. Et puis, si ce week-end vous plaît, et j'ai assez confiance là-dedans, et vous prenez le lot complet. Le lot complet, c'est donc 540 euros par week-end. Il y en a 10, ça fait 5400. Ça fait 25 euros de l'heure. Donc, c'est vraiment, vraiment hyper abordable. J'avais prévu un prix très abordable, et c'est le cas. Je me suis inscrite la semaine dernière et je n'ai pas eu de retour. Est-ce normal? Oui, parce qu'on s'était vu aux portes ouvertes. Peut-être. À confirmer? Oui, c'était Catherine, portes ouvertes. Oui. Absolument. Donc, on s'est vu aux portes ouvertes. Tout va bien. Nous, effectivement, on a dans le cycle, c'est inscription. Donc, vous déposez un acompte remboursable de 200 euros pour réserver votre place. On évalue effectivement. Alors, faut-il faire tous les modules à la suite? À la suite, à notre rythme. 3 ou 4 modules par an. Alors, oui, mais là, du coup, ça reviendra plus cher parce que le week-end seul, lui, est à 600 euros. Donc, ça fait l'année à 6 000. Ça fait un peu plus cher. Et puis, on a quand même dans ce cours vraiment prévu de balayer toute l'Ayurveda, en fait. Et oui, on peut le faire. À mon sens, c'est un peu dommage de s'arrêter. C'est pas la formule la plus économique. Voilà, la plus économique et puis la plus transformante, parce que ça veut dire que vous mettez. Alors déjà, ça c'est que la première année, mais encore une fois, vous pouvez avoir 4 ans de cursus. Donc, et bientôt 5, parce qu'on rentre doula périnatalité, et peut-être même 6, puisque on va faire un cours pour les animaux également, donc vétérinaire ayurvédique. Donc, comme je disais, l'évaluation, on l'a fait. Donc, c'est pour ça Catherine s'inquiétait. Oui, ton évaluation, on l'a faite aux portes ouvertes. Confirmation. Donc, vous recevez une confirmation rapide de votre participation à la formation et commence la formation. Donc, voilà, vous avez le lien là-dessus. Moi, je vous rappelle quelques avantages que vous tirerez de cette formation. Un, c'est la manière la plus simple et la plus rapide d'obtenir des transformations massives et permanentes. C'est incroyable à quelle vitesse les transformations se produisent. Et quand Éléonore m'a fait arrêter de stresser, j'avais du mal à y croire. Mais ça fait 15 ans et demi et j'ai toujours pas repris le stress. Vous aurez remarqué qu'il avait quand même pas mal de pita. Oui, j'ai transformé ça en énergie. Donc, c'est vraiment. Donc, briser et transformer des schémas aussi profondément ancrés. Ça, c'est effectivement, on a un soi-même, mais on a un soi-même et on a des traumas. Et il ne faut pas croire, il ne faut pas confondre les traumas qui arrivent même dans la petite enfance, qui ne sont pas tout simplement notre être. Et donc, on peut faire évoluer ces traumatismes émotionnels, par exemple, grâce à l'Ayurveda. On peut également
Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perdu. Et voilà. C'est trop de vata après, toute une discussion. Trop. Voilà, non, mais le prix est vraiment intéressant. Ah oui, bah si, c'est que il faut donc en plus, vous recevez à chaque fois les cours, vous les recevez en avance. Donc il y a les cours qui sont donnés en avance et les références à lire, parce que vraiment pendant le cours, on condense énormément, et donc le mieux, c'est quand même d'être renseigné un petit peu avant de venir. En tout cas, c'est ce que les profs demandent, et je trouve ça intéressant, parce qu'on va vraiment, c'est pas parce qu'on fait que 30 jours dans l'année qu'on va pas vraiment en profondeur dans l'Ayurveda. Je veux dire, ceux qui sortent… c'est intense, c'est sûr. Voilà, c'est intense, et surtout, ça donne… ça donne quelque chose. Mais conçu de sorte à ce que même si un jour dans votre parcours, même scolaire, je sais, j'ai entendu cette remarque, le parcours scolaire reprendre même si c'est en tant qu'adulte et pas dans le même contexte et pas avec le même intérêt, ça peut représenter un certain défi. Eh bien, c'est conçu justement pour que ce soit facile. Voilà, on est vraiment basé sur des principes pédagogiques qui vont vous rendre la vie ultra facile, vous rendre accessible ces compétences rapidement, facilement, sans avoir à se casser la tête. Voilà. Et pour s'inscrire à l'USFAP sans forcément exercer le métier d'éducateur de santé, évidemment, on commence par se transformer soi-même pour transformer les autres, et jamais l'inverse. Mais vous verrez que c'est assez plaisant de transformer les gens, et on a une puissance et un pouvoir en fait qui est extraordinaire. Et d'abord, effectivement, sur soi, oui, mais ça Et puis, c'est facile par l'assiette. Une fois que vous commencez à faire des bonnes assiettes, la famillotte est très vite conquise. Et puis, on ne viendra pas surveiller si vous êtes bien éducateur de santé dans la vie. Nous, on veut toucher 1 milliard de personnes, mais vous y participez en venant au cours. Ouais, voilà. Voilà. Alors, vous avez également le QR code si ça ne fonctionne pas, le lien, mais vous devriez recevoir prochainement le replay aussi. Alors, le replay, il sera disponible. On vous a promis en plus un livre blanc. Et donc, je vous montre simplement rapidement la page sur laquelle vous arrivez. C'est celle-là, partagée. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut essayer de faire défiler, de zoomer, essayer. Et on a dépassé d'un quart d'heure là, donc on va penser à lâcher tout le monde. Autorisé, voilà. Donc, devenir éducateur de santé, ce que vous trouvez, c'est les raisons de vous former à l'Ayurveda, et ça, je vous conseille cette lecture-là, c'est tellement bon. Là, c'est ce que vous faites sur vous-même, justement, retrouvez-vous, mais c'est aussi ce que vous allez faire sur les autres. Comment ça marche? Eh bien, ça, c'est un petit rappel de comment fonctionne le cours. Ensuite, donc, vous avez le lien pour s'abonner, pour accéder. Un rappel de l'inscription. Le temps de travail requis, c'est 3 heures par semaine. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a compté. Et donc, le programme complet de toute l'année. Sachant que quand, encore une fois, vous faites cette réservation de 200 €, ça vous donne accès au cours philosophie ayurvédique de 3 jours sur la première journée, qui est remboursable si ça ne vous plaît pas. Mais, et puis, donc vous avez l'ensemble là de ce que vous apprenez sur ce premier week-end, et puis après, vous avez tous les cours. Voilà. Vous avez également un rappel de nos profs et de qui ils sont, ce qu'ils font. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à vous inscrire avec plaisir et de se retrouver le week-end pas prochain, mais c'est celui d'après. C'est celui d'après. C'est imminent. C'est imminent. Voilà. En tout cas, on vous remercie de votre attention et d'être resté jusqu'au bout. Je lis encore, peut-on… Alors, sur les questions des 2 chats, je vous invite à peut-être revenir sur le prochain webinaire et puis on répondra à cette question parce qu'on a dépassé d'un quart d'heure. Donc, vraiment, je vous remercie d'être resté. Des week-ends pour les seniors. Tous les week-ends sont pour des seniors. Tous. Sauf le week-end sprint. Ah non, il n'y a pas de week-end sprint. Peut-on suivre la formation en distanciel uniquement? Oui, c'est quand même dommage pour la diététique. Pour le massage.
La diététique, c'est un peu problématique Pour la- parce que ouais. on ne fait pas la cuisine ensemble et il y a des trucs qu'il faut voir et goûter. Et le massage, évidemment, Mais là, tout le on ne le reste- recommande pas. mais Mais tout tout le le reste, oui. et si vous êtes loin, eh ben, on sait vous accueillir, vous loger, vous nourrir. Donc, vous êtes baigné dans le monde ayurvédique à 100%. Et voilà. Le week-end philo, 2 jours ou 3 jours, c'est 3 3 jours. jours. Alors, les week-ends, c'est samedi, dimanche, lundi. Et pourquoi on a fait ça? Pour que tout le maximum de gens puissent nous rejoindre sur samedi, dimanche au moins, de façon à ce que déjà, ils intègrent la première journée et donc ils rentrent dans le sujet avec nos profs. Oui. Et puis derrière, évidemment, dimanche, le lundi, eh bien, d'abord, le lundi, sur le lundi, il y a quand même une série de feedback. Et puis, vous avez un mois, en fait, pour le suivre en replay. Et les cours qui seront en mode, comment ça s'appelle, en mode intensif, c'est-à-dire en quelques 3 mois seulement, eh ben, c'est comment dire, sur samedi, dimanche seulement. C'est pour ça que ça dure 3 mois. Donc, c'est des sessions de 2 jours à chaque fois. Là, on aura quelques donc, week-ends qui seront à cheval entre 2 cours, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Voilà, absolument. Et oui, oui, une part entière, il faut le boulot le lundi. Donc, effectivement, voilà. Et je trouve que c'est plus facile de regarder un replay alors qu'on aura été pendant 2 jours. Et effectivement, plutôt que l'inverse, hein, parce que souvent, parfois, les gens ne peuvent pas venir le vendredi et ils viennent le samedi, dimanche. Et on a trouvé que c'était plus intelligent dans l'autre sens. En tout cas, de toute façon, refaire un replay pendant la nuit, nous, on n'a pas le temps de l'envoyer. Enfin, c'est archi compliqué. Là, vous avez un mois quand même pour vous replonger dans le replay avant le cours d'après. Donc, c'est un peu fait. C'est un peu fait pour ça, Week-end Philo. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. À peu près à tout. Il y a peut-être des questions qui nous auront échappé, mais vraiment, on va produire donc la prochaine fois. Quelle est la prochaine fois? C'est quoi déjà? Alors, la prochaine fois, c'est l'estime de soi. C'est l'estime de soi. Alors, on va faire un cours un peu particulier, enfin un webinaire un peu particulier sur l'estime de soi, je crois, parce qu'on va être… non. Ils vont le découvrir. Ah, ok. Et sachez que pendant les portes ouvertes, j'ai bien entendu vos desiderata. Il y a l'astrologie védique qui était sortie. Donc, on va vous concevoir cela. Je pense que rapidement, hein, voilà, bientôt. Et on va vous laisser comme vous avez vu, les aliments que vous avez vus pour vous donner de l'énergie. Voilà. Merci en tout cas. On vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.